on va voir le lemme de Zolotarev. C'est de l'arithmétique. C'est un lemme qui permet de prouver très facilement, c'est probablement la preuve la plus convaincante en quelques minutes, que 2 est un carré modulo P, quand P est un premier impair, si et seulement si P2-1 sur 8 est pair. Voilà. Donc, ça peut s'écrire comme ça. Donc, vous connaissez, ça c'est le symbole de Legendre. Hein, ça veut dire que ça vaut... Alors bon, on va supposer que 2 n'est pas égal à P. Donc 2 est inversible modulo P, on est dans Z sur PZ étoile, ce qui fait que soit 2 est un carré, et dans ce cas-là, on lui associe 1, non nul, un carré non nul, soit 2 n'est pas un carré, et ce symbole c'est moins 1. Et voici une recette très très facile pour calculer le symbole de Legendre, c'est-à-dire pour savoir si 2 est un carré ou non modulo P. Voilà. Alors, il faut savoir, hein, pour ce lemme de Zolotarev, alors on va commencer par le lemme et puis ensuite on va l'appliquer à ça dans un deuxième temps. Il faut savoir, pour prouver le lemme de Zolotarev, que Z sur PZ étoile, le groupe multiplicatif, c'est un groupe cyclique. Je vous rappelle que ça repose essentiellement sur le fait que Z sur PZ est un corps et qu'une équation de degré D ne peut pas avoir dans un corps strictement plus que des racines. Voilà, des solutions. Donc, voilà, vous pouvez trouver un peu cette preuve n'importe où. En tout cas, elle est très, très utile. Ce résultat est omniprésent en arithmétique et il est bon d'en savoir la preuve. Mais là, ce ne sera pas le sujet du jour. Et il faut connaître aussi le symbole de Legendre. Disons que le fait qu'il est multiplicatif, c'est-à-dire que c'est A P qui vaut 1, donc A est un inversible modulo P, donc il n'est pas multiple de P, et AP vaut 1, hein, si A est un carré et moins 1 sinon, et bien, donc c'est plus ou moins 1, et il est multiplicatif. Alors ce qui est intéressant, c'est ça, c'est cette formule-là, qui veut dire que si A et B sont tous les deux des carrés, alors AB est un carré, mais ça, c'est pas de la grande sorcellerie, parce qu'on est en abélien, donc le produit de deux carrés, c'est un carré, mais surtout que si A et B ne sont pas des carrés, donc on a moins 1 et moins 1 là, alors moins 1 fois moins 1, ça fait 1, et donc AB est un carré. Ça, c'est quand même assez extraordinaire, et ça n'arrive pas dans n'importe quel corps, évidemment. Ça arrive dans R, bon. Ça arrive évidemment dans C, puisque personne n'est pas un carré, bon. Mais ça n'arrive pas dans le Q, par exemple. Voilà des petites histoires de symboles de Legendre. En tout cas, c'est multiplicatif. Donc ça va induire un morphisme de Z sur PZ étoile dans 1 moins 1. En plus, un morphisme surjectif. C'est-à-dire que dans Z sur PZ étoile, évidemment, il y a des carrés et il y a des non-carrés. Donc, moins 1 est atteint, 1 et moins 1 sont atteints. Si A est dans Z sur PZ étoile et mu A, c'est la multiplication par A dans ce groupe, alors mu A est une permutation de Z sur PZ étoile et la signature, epsilon, la signature de mu A, c'est exactement le symbole de Legendre, A sur P. D'accord ? Voilà. Alors, bon, c'est intéressant, c'est important, parce que justement, ceci, quand on veut le calculer, et en particulier, il est connu que pour 2, c'est un cas spécial, parce que si on prend un nombre premier, parce qu'à cause de cette formule, on peut se ramener à des nombres premiers, et si on prend un nombre premier Q qui est différent de 2, alors on a ce qu'on appelle le théorème de réciprocité quadratique, qui nous permet de calculer Q, le symbole de Legendre, Q sur P.
Mais pour 2, il n'y a pas vraiment de réciprocité quadratique. Il y a ce qu'on appelle cette formule, qu'on appelle la loi complémentaire de la réciprocité quadratique. Alors, bon, donc, l'espoir de Zolotarev, au départ, était de montrer, et d'ailleurs il l'a fait très très bien, la loi de réciprocité quadratique à l'aide de ce lemme. Donc l'espoir, c'était d'avoir des renseignements là-dessus à partir de renseignements là-dessus. Voilà. Mais nous, on ne va pas aller jusqu'à la loi de réciprocité quadratique, on va se contenter de regarder ce qui se passe pour A égale 2. Alors pour l'instant, montrons le lemme. Donc d'abord, A est inversible. Donc mu A est une permutation. Ah oui, parce que comme A est inversible, vous voyez bien que cette application de là vers là, est surjective, puisqu'on peut inverser A, et donc, bon, comme on a des ensembles finis, c'est injectif aussi, on peut montrer injectif sans problème. Bref, c'est bijectif, mu A est une permutation, tout le monde en sera convaincu. Alors, d'abord, j'affirme que l'application qui a A donne epsilon de mu A, donc celle-ci, c'est un morphisme de Z sur PZ étoile dans 1 moins 1. Alors attention, Z sur PZ étoile multiplie et 1 moins 1 pour la multiplication. Oui, on va montrer que epsilon de mu AB est égal à epsilon de mu A fois epsilon de mu B. Bon. Mais oui, parce que epsilon de mu AB, c'est, disons, mu AB, c'est mu A rond mu B. Quand vous multipliez par AB, c'est comme si vous multipliez d'abord par B, puis par A. C'est de l'associativité, de la multiplication. Voilà. Donc on a ça, et comme epsilon c'est un morphisme voilà, du groupe des permutations dans 1 moins 1, et on va avoir la multiplication ici, et donc ça marche très bien. Comme c'est un groupe fini, j'ai pas besoin de montrer que epsilon de mu A moins 1, c'est epsilon de mu A le tout moins 1, parce que inverser, c'est multiplier, en quelque sorte, dans un groupe fini. Bon, mais sinon, si vous n'êtes pas convaincu, vous pouvez faire epsilon de mu A moins 1, c'est pareil. Voilà. Deuxièmement, ce morphisme est surjectif. Alors surjectif, évidemment, 1 est atteint, puisque c'est un morphisme. Il est atteint par 1 donne 1, mais moins 1, est-ce qu'il est atteint? Alors ça, c'est là où on va se servir du fait qu'on a un groupe cyclique. Et donc, je vais appeler oméga un générateur de Z sur PZ étoile. Toujours mystérieux, le générateur. On ne sait jamais, on l'appelle oméga, on sait qu'il existe, mais on ne sait pas qui c'est a priori, quand P est quelconque. Alors, j'affirme que mu oméga de oméga k, c'est oméga k plus 1. Bah oui, puisque c'est la multiplication par oméga. Mais comme tous les éléments de Z sur PZ étoile sont de la forme oméga k, eh bien, regardez ce qui va se passer. Mu oméga, on va le regarder comme une permutation, donc on va regarder sa décomposition en cycle, et en fait, regardez, 1, il est envoyé sur oméga, oméga par mu oméga, il est envoyé sur oméga 2, etc., jusqu'à oméga p-2, et là, on a tout Z sur PZ étoile. Je vous rappelle que Z sur PZ étoile est d'ordre P-1, donc un générateur est forcément d'ordre P-1, et là, oméga puissance P-1, on va retrouver 1. Donc, mu oméga, en tant que permutation, c'est un P-1 cycle. Il y a P-1 éléments là-dedans. Ce qui fait que sa signature, on sait que la signature d'un n cycle, c'est -1 puissance n plus 1. Donc on va avoir -1 puissance P-1 plus 1, donc -1 puissance P, et comme P est impair, ça fait -1, et on a bien la surjectivité voulue. Maintenant, j'affirme que si on a deux morphismes surjectifs de Z sur NZ, alors attention, Z sur NZ, là, c'est le groupe cyclique vu additivement. Dans 1 moins 1, alors phi égale phi prime, s'ils sont tous les deux surjectifs. Bon, oui, attention, donc là, c'est le groupe additif, donc on en a un générateur. C'est 1, a priori. Bon, on a même tous les générateurs, c'est les classes d'éléments premiers avec n. Donc ici, on va regarder. Alors, l'image de la classe de 0, forcément, ça va être 1, puisque
pour un morphisme, le neutre va sur le neutre. L'image de la classe de 1, eh ben, c'est soit 1, soit moins 1. Mais si c'était 1, comme 1 est générateur, bah, l'image de z sur nz, ce serait juste 1, et donc ce ne serait pas surjectif. Donc, obligatoirement, phi de la classe de 1, c'est moins 1. Mais dans ce cas-là, phi de la classe de k, c'est moins 1 puissance k, puisque c'est un morphisme. Donc, au final, phi n'a pas de choix, phi est entièrement déterminé par le fait qu'il est surjectif, et donc phi prime, ce sera pareil pour phi prime, et on aura l'égalité. Donc, on a phi égale phi prime. Voilà, donc maintenant c'est terminé. Vous voyez, l'unicité est quand même quelque chose d'assez puissant, puisque on a ici un morphisme de là vers là, qui est surjectif. Un morphisme, donc on a dit que c'était un morphisme, et on a dit qu'il était surjectif, qui a A donne le symbole de Legendre AP, dans 1 moins 1, voilà. Donc ils sont égaux, par unicité. Donc on a montré le lemme de Zolotarev, et là maintenant, on va en déduire la loi complémentaire de la loi de réciprocité. Alors là, bon, bah, c'est un jeu d'enfant pour calculer epsilon de mu2, donc 2p. Regardez, mu2, je déroule z sur pz étoile, c'est des éléments qui vont de 1 à p-1, on peut les voir comme ça, ce qui nous permet, en déroulant ça, d'ordonner. Je vous rappelle quand même que epsilon, la signature, ne dépend pas de l'ordre total choisi sur l'ensemble. Et là, on multiplie par 2. Donc ici, je multiplie par 2, 1, ça fait 2, 2, ça fait 4, etc. Jusqu'à p-1 sur 2, je vous rappelle que p est impair, p-1 sur 2 qui donne p-1. Et là, donc on a une droite, donc quelque chose de croissant. Et ensuite, on revient à p plus 1 sur 2, et là, quand on multiplie par 2, ça va faire 1. Donc 1 donner 2, et 2 donner 1. Donc là, on va avoir une droite qui est à peu près la même que celle-ci, en tout cas elle est parallèle, mais sauf qu'elle est descendue de 1, ici. Voilà. Alors, maintenant, il faut trouver, à partir de ce graphe, la signature de la permutation. Et on voit que c'est croissant, croissant, mais ici, qu'il y a un décrochement. Alors, qu'est-ce que c'est que la signature? Entre autres, la signature, c'est moins 1 puissance le nombre d'inversions. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une inversion? Je vous rappelle, c'est un couple IJ, d'accord, avec I strictement inférieur à J. Donc là, on a quelque chose de d'accord, donc voilà, I ici et J va être plus à droite, avec sigma de I strictement supérieur à sigma de J. Donc on a inversé la tendance, sigma a inversé la tendance sur le couple IJ. Alors, regardons les inversions qui commencent par 1. Ici, il n'y en a pas, d'accord? Puisque là, c'est croissant. Mais ici, on a quelque chose qui inverse la tendance, ici. Mais après, c'est fini. Donc, il n'y a qu'une seule inversion qui commence par 1. Ensuite, les inversions qui commencent par 2, là, il n'y en a pas, mais ici, il y en a 2, parce que ces deux-là sont en dessous, alors que sur l'axe des abscisses, c'était à droite. D'accord? Voilà, donc il y en a 2, etc. Et en fait, lui, il n'a que des inversions après lui. Donc ici, vous avez 1 plus 2, donc on les compte, 1 plus 2, plus, etc., plus p-1 sur 2. Donc c'est une série arithmétique, ça fait p-1 sur 2 fois ce nombre plus 1, donc p plus 1 sur 2, fois 1 demi. Donc c'est bien connu la formule de la série arithmétique, et donc ça fait p2-1 sur 8. Voilà le nombre d'inversions, et il faut faire moins 1 puissance le nombre d'inversions. Donc on trouve bien que 2p, c'est epsilon de mu2, et donc c'est moins 1 puissance p2 moins 1 sur 8. Voilà. Donc là c'est terminé, mais je ne peux pas m'empêcher de vous montrer ce qui se passerait, parce que bon, il faut suivre un petit peu l'esprit de Zolotarev. Si on devait regarder mu3, donc, alors là, mu3, on est un petit peu embêté pour le graphe parce qu'il y a deux cas, si vous voulez. Donc, soit P est congru à 1 modulo 3, soit P est congru à moins 1 modulo 3. Alors, regardons le cas où P est congru à 1 modulo 3.
Et bien dans ce cas-là, vous voyez facilement en faisant le graphe que vous avez ici de 1 à p-1 sur 3, puisque p est congru à 1 modulo 3. Donc vous avez un truc croissant ici. Puis ça descend, donc le suivant, après p-1 sur 3, bah, c'est p plus 2 sur 3, puisque j'ajoute 1 ici. Et là, ça va se remettre à croître à partir de p plus 2 sur 3. Donc après, on voit qu'on va avoir 2p plus 1 sur 3. Et que ici, on va avoir quelque chose qui va donner 1, et ça recroît. Donc, en fait, les inversions, lui, il va être en inversion avec lui et avec lui. Et donc, on a déjà, lui, il a deux inversions. Chaque élément ici va avoir deux familles d'inversions. Et chaque élément ici va avoir une famille d'inversions. Voilà. Et donc, en fait, là, au lieu de 1 plus 2 plus la série arithmétique jusqu'à p-1 sur 2, on va avoir la série arithmétique de 1 jusqu'à p-1 sur 3, ici. On va avoir que des intervalles égaux, hein, p-1 sur 3, et on va avoir 3 fois cette série, d'accord, 2 fois pour lui et une fois pour lui. Voilà. Et donc ça fait p-1 facteur de p plus 2 sur 6. Et comme p est congru à 1 modulo 3, je peux le mettre sous la forme p égale 3k plus 1 avec k entier. Ce qui fait que ça, on voit facilement que c'est égal à 3k facteur de k plus 1 sur 2. Et maintenant, je veux le nombre d'inversions, moins 1 puissance le nombre d'inversions, donc je veux savoir quand est-ce que ça c'est pair. Donc 3 n'a plus rien à voir là-dedans, puisqu'on veut de la parité, et donc je veux juste voir quand est-ce que k facteur de k plus 1 est multiple de 4. Et ça, c'est vrai pour k nul, modulo 4, ou moins 1, modulo 4. Donc en écrivant k égale 4t ou k égale 4t moins 1, ici, ça me fait en reportant ici, p égale 12t plus 1 ou p égale 12t moins 2. Mais 12t moins 2, c'est pas possible, parce que p serait pair, d'accord, p, non, il n'est pas pair, hein, d'accord, il est premier, congru à 1 modulo 3, bon, il n'est pas pair, et donc il va rester 12t plus 1. Donc le premier nombre premier qui vérifie ça est tel que 3 est un carré, eh bien ça va être 13. Voilà. Sinon, on a l'autre cas, p congru à moins 1 modulo 3, et là ça nous donnerait du 12t moins 1. C'est exactement la même chose, hein, on fait deux cas. Voilà, je n'ai pas pu m'empêcher de rajouter un petit peu ma petite histoire dans l'histoire.